Alors ça va faire plusieurs semaines que le Mini 3 Pro est sorti. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est un drone qui va faire office de référence, même si ce n'est pas un drone parfait. À travers mon usage et vos différents retours, on va voir justement ses plus gros défauts. Et le point qui revient le plus souvent, c'est les pertes de connexion entre le drone et la radiocommande. Alors j'ai fait plusieurs tests, que ce soit avec le Mini 3 Pro, avec la DJI RC, avec la RC N1 standard. J'ai même comparé au Mini 2. On va voir donc mes résultats. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les 12 km annoncés par DJI sont déjà une donnée théorique et c'est la norme FCC. En Europe, nous, c'est 8 km, puisqu'en Europe, on a une réglementation différente au niveau de la puissance d'émission. Donc le drone, lui, il va par sa position GPS voir sur donc, quelle zone vous évoluez et donc il va adapter la puissance d'émission. Si vous volez aux États-Unis, vous n'aurez pas la même puissance d'émission que si vous volez en Europe. Donc déjà, ça fait une petite différence. Maintenant, on est d'accord que même 8 km, c'est loin des 500 mètres parfois ou même moins, où certains perdent la connexion. Alors d'après mes tests, lorsque je suis en vol à vue, c'est-à-dire que j'ai vraiment le drone en visuel, la radiocommande bien orientée vers lui, aucun obstacle et aucune interférence autour, j'ai pas de problème. Maintenant, j'ai essayé de reproduire ces phénomènes et de faire quelques tests. Alors, j'ai pas fait des tests de longue distance, encore une fois, pour des soucis de réglementation. Donc, je reste le drone en vue. Donc, aux alentours de 400-500 mètres, c'est là où on commence à le perdre. C'est quand même un drone qui est relativement petit. Donc, c'est même dans le ciel, c'est un petit point. Et plus il va être près du sol, plus j'ai constaté effectivement des problèmes de liaison, une diminution de la liaison entre le drone et la radiocommande. Et si en plus aux alentours vous avez des obstacles, des bois, des forêts, des arbres, des bâtiments, et bien là ça s'accentue. J'ai donc effectué plusieurs tests dans les mêmes conditions. Le drone en vue à 500 mètres à peu près et aux alentours de bois ou d'environnements assez encombrés, notamment donc des parcelles de forêt. Mon premier test, c'était avec la DJI RC et son écran intégré et les antennes intégrées également. Eh bien, j'ai le même comportement lorsque j'ai effectué le même test avec la DJI RC N1 avec le smartphone. Aux alentours de 500 mètres, la même zone, j'ai également perdu le signal. Donc ça se matérialise par un voyant orange qui ensuite passe au rouge. Et j'ai même été jusqu'au RTH automatique qui s'est déclenché parce qu'il a perdu la connexion entre le drone et la radiocommande et il a commencé à initier donc son retour à la maison. J'ai eu le même phénomène que ce soit encore une fois avec la DJI RC avec écran et la RC N1. J'ai voulu faire le même test avec le Mini 2, donc avec la radiocommande standard également. Et au même endroit, alors ça a mis peut-être un petit peu plus de temps à arriver, de manière un peu plus soudaine, moins progressive, mais au même endroit et quasiment à la même hauteur, j'ai eu le même comportement avec le Mini 2. Donc pour moi, d'après mes tests, je dirais qu'il n'y a pas de différence notoire entre la radiocommande standard et la radiocommande avec écran au niveau de la portée de la transmission. À partir du moment où le drone passe dans un environnement encombré ou même peut-être d'ailleurs DJI le spécifie bien sur son site, si l'espace est encombré de manière donc au niveau des bâtiments, des obstacles, mais également des ondes radio, si vous avez des téléphones, des smartphones, des réseaux Wi-Fi à proximité, eh bien ça diminue fortement la puissance d'émission ou tout au moins la qualité de la réception. Alors on est en effet bien loin des 12 km FCC ou 8 km CE annoncés par DJI. Maintenant ce sont des valeurs théoriques, je pense testées en laboratoire ou équivalent dans des conditions bien spécifiques, un petit peu comme les tests d'autonomie de voitures électriques ou de consommation de voitures parce que c'est difficile à reproduire et c'est vraiment dans un environnement bien dégagé. Maintenant, dans un usage légal, en ayant toujours le drone en vue, la radiocommande bien axée vers le drone et pas d'obstacle ou pas d'interférence à proximité, je ne pense pas qu'il y ait réellement de soucis, puisque, encore une fois, le drone, au-delà de 600 mètres, je pense qu'on ne le voit plus. Donc voilà pour mon expérience. Maintenant, peut-être vous avez des comportements différents. N'hésitez pas surtout à les partager dans les commentaires pour qu'on sache justement un petit peu ce qu'il en est. Mais de tout ce que j'ai pu lire, voir sur Internet, il y en a beaucoup qui ont traité le sujet. Et il s'avère que, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de différence entre la radiocommande avec écran, la radiocommande standard, ou même un Mini 3 Pro avec un Mini 2. Pour moi, en tout cas, les tests que j'ai effectués, je n'ai pas vu de différence, le comportement est similaire. Et si on est quand même confronté à ces problèmes, la première des choses, c'est lorsqu'on voit le voyant orange, c'est de prendre des précautions, de ne pas aller jusqu'à l'alerte et la coupure signal avec le voyant rouge.
Si vraiment ça continue, à ce moment-là, c'est de prendre un petit peu de hauteur. La réception est bien meilleure lorsque le drone sera un petit peu plus élevé en hauteur. Et bien sûr, toujours bien orienter la radiocommande vers le drone. Pour moi, en respectant ces choses-là, j'ai pas eu de soucis majeurs et j'ai pas eu de perte de connexion, sauf lors de mes tests où là, je suis allé vraiment un petit peu dans des situations extrêmes, puisque le drone était dans un environnement un petit peu encombré. Autre problème constaté, c'est la chauffe avec ce Mini 3 Pro. Il a tendance à chauffer en position statique. Il n'est pas équipé de ventilateur lorsqu'on laisse allumer en position statique sans faire tourner les hélices, par exemple lors d'une mise à jour en intérieur, lorsqu'il fait 20-25 degrés. Le drone peut afficher un message d'avertissement. Il sera impossible de décoller dans ces conditions-là. Il va falloir éteindre le drone, le faire refroidir avant de pouvoir le rallumer et s'en servir. Donc ça peut être problématique lors d'une grosse mise à jour. D'après mes tests, aux alentours de 26-28 degrés au soleil, j'ai positionné le drone, j'ai laissé allumer. Il est resté allumé aux environs de 16 minutes, je crois, avant que le message d'alerte apparaisse. Donc ça laisse quand même le temps de faire ses réglages et de faire une grosse mise à jour. Maintenant, s'il fait très chaud et si effectivement vous devez laisser allumer le drone très longtemps, eh bien je conseillerais de l'aérer, de le ventiler. Mais en usage standard, en tout cas en vol, étant donné qu'il est en déplacement ou même en statique, si on fait, lorsqu'il est à l'extérieur, on fait tourner les hélices, eh bien ça permet d'aérer le drone. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment un problème, mais c'est vrai que comparé au Mini 2 qui était à côté dans les mêmes conditions, eh bien j'ai pas eu ce message-là. On peut peut-être justifier ça par l'aspect de la coque du Mini 3 Pro, qui est peut-être moins aérée, moins ouverte que sur le Mini 2. D'après les caractéristiques techniques, on est dans une plage d'évolution moins 10-40 degrés, qui est standard à la majorité des drones, sauf que la plupart des drones un peu plus conséquents, type Mavic R2, R2S, Mavic 3, ils sont équipés de ventilateurs et lorsque ça chauffe, eh bien, ça ventile et le drone se refroidit. Sur le Mini 3 Pro, ce n'est pas le cas, certainement un choix de la part de DJI pour rester en dessous des 250 grammes. Donc il faut le savoir, lorsque le drone est allumé pendant longtemps dans un environnement fermé, assez chaud, s'il n'est pas aéré, s'il n'est pas ventilé, et bien du coup il risque de chauffer et au bout d'un certain temps il va s'éteindre ou tout au moins vous aurez le message d'alerte vous demandant de l'éteindre. Il suffira juste de l'éteindre, d'attendre un petit peu qu'il refroidisse avant de pouvoir le redémarrer. Autre problème que vous avez pu me remonter à travers vos commentaires ou vos différents messages, que Max de la chaîne Mon Sport a également remonté, puisque lui, il a eu vraiment un gros problème de cet ordre-là, c'est la buée sur l'écran donc qui apparaît sur l'objectif. Donc je vous remets sa vidéo qui vous expliquera comment c'est arrivé et quel phénomène se produisait exactement. Suite à ça, il a eu un échange standard. De mon côté, j'ai effectué des tests assez poussé. J'ai mis le drone dans le réfrigérateur pour vraiment le contraindre et le sortir tout de suite à des températures très élevées pour essayer de reproduire des phénomènes de différence de température avec des variations d'humidité. Alors en effet, dans certains cas, il peut y avoir de la condensation sur l'objectif, mais j'ai constaté que c'est vraiment en position statique lorsqu'il est au sol, lorsqu'il fait assez chaud d'ailleurs. Une fois en l'air, ça m'est arrivé peut-être une fois où je pensais que c'était la masse d'air qui était un peu brumeuse. Et en fait, du coup, par rapport à tous ces tests-là et à toutes vos remarques, je pense que c'était un cas de condensation donc sur l'objectif. J'ai l'impression que ça arrive lorsque le drone reste longtemps en position statique au chaud et décolle et donc va dans une masse d'air plus froide et à ce moment-là, il y a apparition de condensation. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça ne dure pas longtemps. Lorsque le drone se déplace, ça doit ventiler, ça doit aérer et ça part de manière assez naturelle. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas été gêné par rapport à ça. Je pense que ce phénomène peut être accentué avec des gros écarts de température, surtout si vous décollez à une hauteur avec une température ambiante et que vous vous élevez à peut-être 120 mètres de hauteur où là, la température sera beaucoup plus froide et peut-être un taux d'humidité plus élevé. À ce moment-là, il peut y avoir apparition de condensation. Donc ça peut être gênant. Ça a été le cas sur les Mavic Pro première génération. Il y avait certains objectifs qui condensaient beaucoup. Donc si vous êtes confronté à ça, à mon avis, il faut faire appel à la garantie DJI parce que je pense que ce n'est pas normal. Maintenant, moi dans mon usage, je n'ai pas été confronté à ça de manière gênante, en tout cas pour le moment. Autre petit problème qui va certainement être résolu à mon avis avec des mises à jour futures, c'est Stéphane, merci à toi Stéphane de l'avoir remonté ce problème, c'est
en profil dessiné like, lorsqu'on utilise ce profil de couleur, lorsqu'on est en mode automatique, quand on fait un panotage au niveau de la caméra, eh bien, on a des variations de luminosité qui se font par paliers, qui sont assez désagréables et assez visibles à l'écran, qui peut être gênant, ça peut effectivement ruiner un plan. Si on le fait en mode automatique, en profil de couleur standard, normal, on n'a pas ce dégradé marqué. C'est progressif et c'est assez fluide, donc c'est pas gênant. Alors qu'en dessiné like, on voit bien l'écran lors du changement d'exposition. Donc je pense que ça peut se résoudre encore une fois par des mises à jour logicielles. Maintenant, si vous êtes confronté à ça, il suffit juste de passer à mon avis en mode pro, de régler votre exposition en mode manuel et à ce moment-là, l'exposition sera figée d'après vos réglages et vous n'aurez plus ce problème là. J'ai également vu passer quelques soucis avec les fichiers RAW, notamment en termes de vignettage. Si on compare un fichier RAW à un fichier JPEG sur la même prise de vue, on constate effectivement qu'aux alentours, c'est un petit peu plus sombre. Il y a ce phénomène de vignettage qui s'estompe quand même de manière significative lorsqu'on fait les corrections d'exposition ou corrections de voile sur votre fichier RAW. Mais effectivement, certains remontent donc ces problèmes de vignettage ou de perte un petit peu de piqué, de netteté sur les bords de l'image. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça, c'est peut-être plus présent sur certains fichiers en fonction de l'exposition, de l'orientation de la photo, mais je pense que ça également, ça doit pouvoir se corriger avec une mise à jour future. Autre petit point qui n'est pas vraiment un problème, c'est plus un constat. Si vous avez un chargeur qui n'est pas suffisamment puissant, votre drone va mettre longtemps à charger, que ce soit le drone ou la radiocommande. Surtout si c'est la première charge, DJI l'annonce officiellement. La première charge, si ça prend du temps, c'est normal. En revanche, si ça vous arrive une fois que vous avez déjà chargé au maximum vos batteries et que vous avez à chaque fois le phénomène, il faut peut-être changer de chargeur, voire opter pour un chargeur 30 watts, comme recommande DJI, où là on va passer sur une charge rapide. Et là, les LED vont clignoter de manière plus rapide. Donc si vous avez des problèmes de lenteur au niveau de la charge, encore une fois, que ce soit pour le drone ou la radiocommande, essayez de changer, d'essayer avec différents chargeurs. Et si vraiment ça persiste ou si vraiment vous voulez une charge plus rapide, à ce moment-là, il faudra essayer de vous procurer un chargeur 30 watts. Alors voilà pour les petits défauts ou problèmes rencontrés avec ce Mini 3 Pro, que ce soit à travers mon usage ou vos différents témoignages. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à travers vos messages et vos commentaires. Si vous aussi, vous rencontrez des problèmes avec le Mini 3 Pro, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça pourra aider la communauté et peut-être que si DJI passe par là aussi, ça pourra faire avancer les choses. De mon côté, je vais bien sûr continuer à voler avec ce drone-là. S'il y a des mises à jour firmware, eh bien, je testerai si ça apporte une amélioration par rapport aux problèmes évoqués. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!